Sur les ondes de CJMD 96.9, ici, Valley Rencontre. Écoute, on va commencer notre émission en accueillant notre ami Stéphane. Ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Ah, écoute, on a un gros programme. On a beaucoup de choses qui se disent jamais nulle part, mais ici, nous, on va dire la vérité. Et on n'a pas peur de rien. Écoute... C'est de savoir par où commencer. Par où commencer? Par où on aborde ça? Ben écoute, tu parlais qu'on s'en vient vers un système fasciste, OK? Je sais pas si tu as déjà lu les commentaires d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Il n'a pas juste écrit ce livre-là. Il a fait plusieurs conférences dans les universités et tout ça. Et lui, ce qu'il disait, c'est que contrairement au totalitarisme qu'on a connu, le totalitarisme du 20e siècle, là, on parle du système nazi ou du système stalinien, le totalitarisme sophistiqué, OK, est celui dans lequel le citoyen... en croyant que par la consommation et le divertissement, c'est comme ça qu'on peut être libre, c'est la plus belle façon de contrôler quelqu'un, c'est-à-dire de lui laisser croire que il peut consommer comme il veut, se divertir, et on va lui demander une fois tous les 4 ans d'aller mettre son X pour un parti politique, qu'il soit de gauche, de droite, de centre, qui, de toute façon, va agir en marionnette pour les véritables monarques. Dans le fond, c'est qui les véritables monarques? Je vais résumer ça très rapidement. Ce sont les banquiers internationaux. Et les gens vont dire, ben voyons donc, lâche les banquiers, là, ils sont quand même minoritaires. Les banquiers, c'est eux qui ont le fameux contrôle de l'argent, de la création monétaire. Et je crois aujourd'hui que tu voulais qu'on aborde ce sujet-là. C'est-à-dire, à tous les jours, on a entre les mains, que ce soit une carte de guichet, une carte de crédit ou de l'argent liquide, on a un bien qu'on n'a jamais pris le temps de définir. OK? La monnaie. Sans monnaie, on n'a pas d'oxygène économique, n'est-ce pas? Exactement. Et les gens demandent-leur c'est quoi la monnaie. Ils vont dire, ah ben la monnaie, là, ils vont sortir de toutes sortes de choses. Ben, en fait, la monnaie, c'est quoi? C'est simplement, comment je pourrais dire, c'est une ressource économique. La monnaie qu'on a présentement entre les mains, c'est une ressource économique créée par du prêt. C'est incroyable, hein? Donc, pour avoir de l'argent, il faut que quelqu'un demande un prêt à une banque. 95% de l'argent qui circule est un argent virtuel dans un compte bancaire, et les États ont conféré un droit exclusif à certaines banques à charte, des banques privées, de créer la monnaie à partir de rien. Quand on dit à partir de rien, il faut toujours qu'il y ait une réserve monétaire liquide disponible, et on peut multiplier par 12,5, et c'est à peu près le ratio qu'une banque peut prêter. Alors elle veut maximiser ses profits, créer de l'argent à partir de rien, va charger des intérêts sur les prêts, mais c'est ça qui met l'argent en circulation. La masse monétaire, c'est les prêts qui sont en circulation. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que au-dessus de la pyramide, au top, il existe une banque centrale, des banques centrales qui elles-mêmes contrôlent les banques privées. Si je vais au top, là, la banque ultime se situe à Bâle, en Suisse. Cette banque-là, qui est une banque privée, est contrôlée par, grosso modo, 3 familles. OK? Donc, les Rothschild, les Rockefeller et les Morgan. OK? Et ils ont la capacité de dicter les masses monétaires par pays via les banques centrales de ces pays-là, qui sont également, et les gens en sont pas conscients, ce sont des banques privées qui se font passer pour des banques publiques. Ils ont le contrôle des taux d'intérêt. Donc, les politiciens ont 0 mot à dire sur les taux d'intérêt. C'est fondamental, les taux d'intérêt, fixer les taux d'intérêt dans un pays. Et ils n'ont aucun contrôle sur la masse monétaire. Mais en fait, ils l'ont plus ou moins. C'est-à-dire que on a tendance à croire, disons, un Justin Trudeau, qu'il va dire, ben écoute, moi, je fais des programmes d'infrastructure puis je vais créer des déficits. En réalité, là, voici comment ça fonctionne. C'est que les banques centrales vont dicter la masse monétaire qu'ils veulent avoir. Ils vont passer par les États
OK? Puis ils vont dire, ben écoute, trouve, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, organise-toi justement pour qu'il y ait des prêts de contractés pour que notre masse monétaire atteigne un certain niveau. OK? Et puis, pour les échanges internationaux, c'est important que les États empruntent, puis ça crée de la monnaie en circulation, puis après ça crée des échanges internationaux. C'est une certaine illusion, parce que dans le G7, dans les 40 dernières années, à peu près le seul gouvernement qui a fait even très souvent, c'est Stephen Harper. Toutes les autres ont fait soit à droite ou à gauche, peu importe. C'est du pareil au même, on en a parlé. Ils ont fait des déficits. Non, Absolument. c'est incroyable. T'sais. Absolument. Et le déficit, quand on fait un déficit, ça veut dire que nos revenus sont inférieurs à nos dépenses, donc on a besoin d'emprunter. Si on emprunte, on augmente la masse monétaire parce qu'il y a du prêt qui se crée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que puisque $1 de prêt crée $1 de monnaie, la masse monétaire augmente. Ceux qui déterminent où doit être la masse monétaire, parce que, écoutez, il faut que tu comprennes une chose. L'inflation, là, c'est pas compliqué. C'est la masse monétaire qui la crée. Plus on fait croître la masse monétaire, plus les biens vont coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a une rareté des biens physiques. OK? Mais donc, la masse monétaire, si tu la fait croître, elle va perdre de son pouvoir d'achat. OK? Donc, pour créer de la monnaie, il faut créer du prêt. Puis pour créer du prêt, il y a les États, comme le Canada, qui vont faire des déficits publics. Ils vont demander à la Banque du Canada de créer de la monnaie, puis ils vont la transférer aux banques privées, parce qu'on sait que depuis 1974, la Banque du Canada ne finance pas exclusivement les déficits du gouvernement du Canada comme elle le faisait avant. Elle a cédé son pouvoir monétaire aux banques privées suite aux accords de Bâle, justement, en 1974. Parce que, si on va en venir à ça, on sait que de 1867 à 1974, en dollars constants, le maximum d'endettement qu'on a eu au Canada, c'est 21 milliards de dollars. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, les programmes d'allocation familiale, de pension de vieillesse, les infrastructures les trains, tout ça, ça coûtait extrêmement cher. Les ponts, les routes, la transcanadienne, ça a tout été financé. Seulement 21 milliards. La dette a augmenté à 21 milliards. Là, on est rendu à 700 milliards. 700 milliards. À 40 ans. C'est ça. Donc, pour créer autant d'endettement, c'est qu'on a utilisé un slogan qui a été réitéré clairement dans un livre de Gabriel Nadeau-Dubois et Hossan, là. Il ne faut se priver de rien. Donc, on est de gauche, on est de droite. Il faut vraiment faire des déficits pour créer de la dette. Puis, quand on crée de la dette, il y a des intérêts sur la dette et ça bénéficie à qui? À ceux qui sont propriétaires de la banque. Avant ça, on était propriétaire de la Banque du Canada. Donc, si je te charge 5% d'intérêt, puis que ça me coûte un montant d'argent pour avoir payé l'intérêt à la Banque du Canada, j'en suis propriétaire. Elle va me remettre les profits sous forme de dividendes dans les coffres du gouvernement. En substance, c'est presque nous dire que ça coûtait presque rien. OK? Donc, c'est un peu ça. Là. Et là, j'aimerais ça te demander, on sait que des gens comme nous, un peu qui suivent ça, l'actualité, puis on voit ça un peu venir, on prédit de plus en plus un collapse, je sais pas comment dire ça en français, un effondrement oui. de l'économie fait justement par une certaine élite mondiale pour réellement amener le chaos puis amener évidemment... écoute, on pourrait dire, regarde, les conspirationnistes disent qu'il va y avoir un collapse. Là, c'est pas les conspirationnistes là, qui parlent de ça. Là. On parle de Ron Paul. Ron Paul, entre autres. Un ancien... qui parle à Alex Jones. Qui parle à Alex Jones ou n'importe où. L'Institut Ron Paul s'est reconnu. Ron Paul s'est présenté à la présidence des États-Unis en 2012. Ron Paul a été 36 ans assiégé comme représentant et sénateur au Congrès. Très respecté. Son fils, Rand Paul, s'est présenté également comme candidat à la présidence au niveau des Républicains. Donc, c'est des gens qui, de l'intérieur, savent ce qui se passe. Et c'est des gens brillants également. Et parmi les gens brillants, j'ai découvert récemment Jeff Berwick, qui est un spécialiste en placements internationaux. C'est un Canadien, c'est un gars qui fait partie du Parti libertarien canadien. Il passe le plus clair de son temps, par contre, à Acapulco, une petite résidence là-bas, mais il fait souvent des entrevues il a même fait des entrevues à CNN sur l'économie, OK? Donc, c'est pas un deux de pique. Lui, ce qu'il dit, là, c'est insoutenable, puisque tu sais que depuis 1971, le dollar américain
ne repose que sur la confiance, OK? Sur la Exactement. confiance de l'économie américaine. Avant, il y avait une parité avec l'or, c'est-à-dire que pour 20 $ US, tu avais un once d'or. OK? Donc, il y avait cette parité-là. Maintenant, c'est terminé. C'est ça que Donald Trump voulait remettre l'étalon d'or qu'on appelle, pour mettre une valeur. Parce que si tout s'effondre, la monnaie, si tu as de l'or, bien évidemment, tout s'effondre pas, mais si c'est juste basé sur la spéculation, comme on dit, présentement, la confiance, bien si tout s'écroule, tout s'écroule. Le dollar papier, là, en fait, il faut juste comprendre l'historique de ça. C'est que au départ, les banques avaient dans leur coffre de l'or ou de l'argent. Ils t'émettaient un billet, OK, te disant que ton billet était échangeable en tout temps contre un once d'or ou des pièces d'argent. OK? Donc, il y avait un libellé qui était clairement... Ça, c'est important. J'aimerais ça que tu expliquerais ça à mes auditeurs, que si tout s'effondre comme ça, en attendant que les gens se procurent des pièces d'argent et des pièces d'or, explique-nous comment faire, puis d'autres sources pour qu'on réellement que si tout s'effondre, on se ramasse pas avec rien. Moi, ce que je recommande et ce que un dénommé Jeff Berwick recommande, il est très, très intéressant. Allez voir ça. Jeff, c'est J-E-F-F. Berwick, c'est B-E-R-W-I-C-K. Ce gars-là, c'est un petit génie très, très volubile qui est invité sur plusieurs panels pour parler de finances personnelles, de finances publiques, d'économie. Il faut écouter ce gars-là. Lui, ce qu'il dit, c'est que, regardez, commencez déjà à prévoir le coût, là, parce que le dollar américain, qui se trouve être une monnaie nationale, qui sert de monnaie mondiale, ça, faut le comprendre, là. Le dollar américain, là, c'est pas un hasard qui soit encore si fort. C'est qu'on a créé des infrastructures, si on veut, des institutions qui font en sorte qu'il est dominant depuis 1944. OK? Donc, mais là, c'est rendu insoutenable. C'est que le gouvernement américain, on sait très bien qu'avec la dette a doublé sous Obama, OK, de 2008 à 2016, on est passé de 10 milliards à 20 milliards. 10 trillions à 20 trillions. D'ailleurs, c'est une 20 des 000 choses. milliards. Là. C'est une des choses qu'il disait aussi Donald Trump en campagne. Ouais. Moi, je suis le président des États-Unis, je suis pas le président du monde. Puis Obama a complètement détruit notre politique. Dans le sens, il a détruit notre pouvoir d'achat parce que notre monnaie vaut plus rien. Puis Bush, lui... Bush l'avait fait avant aussi. Écoute, l'avait fait avant. Là, je pense qu'on était à 5-6 trillions. Il a monté ça à 10 trillions. Il a pratiquement lui aussi doublé la dette, puis Obama a doublé ça. Donc là, ce qui arrive, c'est que les États-Unis d'Amérique ont un problème parce que les gens ont plus confiance au bon du Trésor. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les dollars en papier, c'est pas ça qui est échangé là, dans le système bancaire international. Ce sont les bons du Trésor américain, puisque ça sert dans le fond de placement pour les banques centrales. Mais là, si tu n'as plus confiance que le gouvernement des États-Unis, qui se trouve à être les citoyens des États-Unis qui payent des impôts, on sait très bien que ça, par contribuable, la dette avoisine le million. C'est énorme. Okay? 1 million par contribuable, dans une famille de 4, c'est 4 millions. Personne ne peut payer ça. Donc, on sait très bien que les États-Unis d'Amérique, là, excuse-moi, là, Ron Paul l'a dit lui-même, on peut étirer un peu la sauce avec Donald Trump, c'est-à-dire avoir des politiques protectionnistes, rapatrier certaines industries à la maison, et blablabla, là. Mais le dollar américain est voué à planter. Maintenant, il y a présentement un comité des nations qui sont les 5 plus importants, pas la dernière, là, mais c'est avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pardon. Il y a le BRICS qu'on appelle, qui sont en train de créer un Fonds monétaire international numéro 2. Puisqu'ils sont vraiment frustrés de voir que malgré leur économie émergente qui prend de plus en plus de place en termes de PIB, ces gens-là ont pas le droit
de vote qu'ils doivent avoir au Fonds monétaire international, qui est l'organisme qui a été créé en 1944 pour réguler, si on veut, les taux de change et les taux d'intérêt au niveau mondial. Alors, ils ont décidé de créer un autre organisme qui est un genre de Fonds monétaire international numéro 2, dans lequel il va y avoir des monnaies backées par l'or. Donc, on parle du rouble, on parle du yuan, qui se trouve être la monnaie chinoise. C'est pour ça qu'ils achètent des stocks d'or, c'est qu'ils veulent backer, supporter leur monnaie par l'or. Donc, ça va être beaucoup plus solide et on va avoir une belle surprise tantôt, parce que les gens, aussitôt qu'il va y avoir une panique au niveau des banques centrales, ils vont vouloir se tourner vers la nouvelle monnaie. Et ils vont vouloir délaisser la monnaie américaine. Et aussitôt qu'il y a une panique, ben c'est comme une pente rapide. Hein? Donc, tout peut s'écrouler. Puis justement, comme tu dis, et si nos chaque personne... Je veux faire comprendre aux gens que le dollar canadien, l'euro et tout ça, le point de ralliement, quand on parle de taux de change, OK, il y a un point central, il y a un point zéro. OK? C'est quoi le point? C'est le dollar américain. Il sert de référence. S'il croule complètement, tout s'écroule parce que tout est basé sur la confiance. Et les États-Unis, ben c'est le système monétaire international qui gravite autour du dollar américain depuis les accords de Bretton Woods en 1944. Okay. Donc, création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le décret que le dollar américain serait la monnaie internationale à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que si on résume, tout peut s'écrouler. Présentement, c'est en train de s'écrouler. Et ça nous faut réellement déjà commencer à ramasser des pièces d'argent, des pièces d'or. C'est pas en train de s'écouler. C'est que... Ben, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais. Et ce qui arrive, c'est que quand ça va arriver, c'est comme une panique. En 1929, OK, il y a eu un crash économique. Pourquoi? À cause de la création de la Federal Reserve Bank. Et en 1913, si on regarde, en 1913, $1, OK, qui existait en 1913, en 1933, il avait perdu 50% de son pouvoir d'achat. OK? Et en date d'aujourd'hui, OK, $1 de l'époque, je veux dire, en termes de pouvoir d'achat, là, c'est une scène. Là. Je veux dire, donc, notre dollar a perdu beaucoup de... Je veux dire, le dollar a perdu beaucoup de pouvoir d'achat. 99% de son pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que la masse monétaire n'arrête pas de croître. Si tu as une rareté de la monnaie, ben c'est sûr que tu peux faire en sorte qu'avec peu de monnaie, tu vas acheter beaucoup de biens. Okay? Donc, à l'époque, je veux dire, avec $1, tu peux acheter beaucoup de choses. Maintenant, avec $1, tu n'achètes pas grand-chose. Tu achètes un paquet de gomme. Et comme je te disais, ben là, ça serait le temps peut-être de commencer. À l'époque, en passant, avec $1 en 1913, tu allais dans un restaurant chic, là, $50 par personne, là, aujourd'hui, je parle, là, pour 100 piastres, là, avec $1, tu avais un souper avec le vin inclus. Pour $1 en 1913. Donc, et ça reste que c'est la même, comment je pourrais dire, la même institution qui régule le dollar là, et la masse monétaire, la Federal Reserve Bank. Donc, il y a eu, je veux dire, la masse monétaire a tellement cru, tellement explosé qu'il y a eu une perte du pouvoir d'achat. Fait que là, si on résume bien, cette veille de s'écrouler, c'est sûr et certain qu'il faut déjà commencer à s'acheter des pièces d'argent, des pièces d'or, trouver des choses de remplacement pour parce que sinon tout s'écroule, si on n'a rien, on va se ramasser. Jeff Berwick, le spécialiste en finance, explique, c'est que faut allumer les lumières. OK, quels sont les signes précurseurs qu'il faut allumer les lumières? Premièrement, on sait que les fonds d'investissement Rothschild délaissent graduellement les bons du Trésor américain, remplacent ça par l'or, donc c'est un bon signe. La Federal Reserve Bank a émis un mémo prétextant les risques écologiques de faire transporter les réserves d'or partout sur la planète. Donc, de façon illimitée, ils ont décrété, la Federal Reserve Bank, qu'il n'y aura que deux institutions aux États-Unis, deux banques aux États-Unis, qui pourront de façon illimitée transiger de l'or, Goldman Sachs. OK, on dit que c'est des banksters. Ben oui, c'est ça. Et JP Morgan. JP Morgan. OK, ce sont les deux banques. C'est les deux banques banksters des États-Unis, dans le fond. Donc, ça nous donne un indicateur qu'il va y avoir un contrôle sur les transactions au niveau de l'or. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, quand on dit acheter de l'or, présentement, à peu près à 1250 $ US, tu peux avoir un once d'or. Mais est-ce qu'on va
avoir le droit de détenir personnellement l'or s'il y a un crash économique. 1933, un dénommé Franklin Delano Roosevelt a interdit aux citoyens sous peine de prison de détenir personnellement l'or. Donc, on est un peu fourré quand nos gouvernements décident que nous, citoyens, on est illégaux à agir en détenant des biens qui sont parfaitement légitimes. Exactement. Donc, dites-vous une affaire, là, c'est que les gouvernements sont capables... c'est pas toujours nos amis, hein. Donc, il faut vraiment se garder une petite gêne avec l'amour qu'on a de nos gouvernements. Non, là. c'est ça. Comment qu'on appelle ça? L'État-providence, là? Bon, c'est ça. On dit vraiment, c'est pour ça qu'on disait une élite criminelle. Et si tout s'écroule... Juste pour... vas-y. Donc, détenir de l'or, détenir des pièces d'argent, donc c'est à peu près 25 US une pièce d'argent. Moi, ce que je recommande, c'est d'y aller parcimonieusement, là, c'est-à-dire en termes de proportion. J'irais peut-être plus vers l'argent, puisque c'est facile de transiger avec des pièces d'argent. Tu peux en avoir plus, puis tu peux faire des échanges plus facilement. Tandis que si la valeur de l'or, naturellement, si le dollar américain et les devises s'écroulent, qu'est-ce qui va arriver avec ton once d'or, tu penses? Si tu l'as acheté à 12,50, ça va peut-être valoir 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 l'once. Essaye d'acheter quelque chose avec ça. Donc, c'est sûr que on pourra pas transiger avec des pièces d'or. Ça va être plus facile de transiger avec des pièces d'argent. Et il y a également un autre outil monétaire qu'il faut pas négliger. Ça s'appelle le Bitcoin. Le Bitcoin, on dit c'est quoi cette bébelle-là? Il y a un nombre limité de Bitcoin dans la charte Bitcoin qui existe. Et ces Bitcoins-là, ben, il y a une valeur qui fluctue. Là, ça s'est passé de 60 $, à 600 $. Des fois, ça monte à 1000, ça descend. C'est volatile, j'en conviens. Sauf que c'est une devise qui est à l'abri. Il y a personne qui peut savoir que tu transiges des Bitcoins. Exactement. Et c'est accepté partout dans le monde. Et c'est de plus en plus... les gens se familiarisent avec ça. Donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'aller regarder des tutoriels qui existent sur YouTube sur comment utiliser les bitcoins et comment ça peut dépanner. Puis, je vous dirais que d'avoir de l'or, de l'argent, des bitcoins, et Berwick va plus loin que ça. C'est sûr que si vous avez quand même pas mal d'argent dans votre compte de banque, c'est sûr que les terres agricoles vont être en demande s'il y avait un crash financier. Pourquoi? Parce que si tu as des terres agricoles puis que tu peux faire pousser des légumes, etc., ben c'est sûr que la base de tout, c'est qu'il faut s'alimenter, il faut manger. Hein, donc, ouais, c'est pour ça que c'est important. C'est une autre question. C'est les 4 éléments qui, selon Berwick, feraient en sorte qu'on serait sage de commencer à avoir un peu moins d'argent dans le compte de banque. C'est ça, puis c'est important aussi, s'il y a un écroulement comme ça, que les gens s'équipent en survivance, qu'on pourrait dire. J'aimerais juste rajouter 2 choses. Si vous allez voir votre conseiller financier, là, lui, là, il va dire, ben, c'est quoi cette histoire-là, là, de vouloir retirer certaines billes puis de vouloir avoir de l'argent physique? Voici ce que je te propose. Si tu veux de l'or, il existe des comment je pourrais dire, là, de l'or virtuel que tu peux acheter, tu comprends? Faites pas ça. Ça vous prend de l'or physique. L'or physique, est-ce que vous allez laisser votre or physique dans des coffres de la banque? C'est une crise. Non, faites pas ça. Dites-vous quelque chose. À Chypre, il y a eu un bail-in. C'est quoi un bail-in? C'est une saisie selon ce que la banque pense qu'elle doit saisir pour protéger ses arrières. Et dans cette saisie-là, ils sont même allés saisir les coffres des épargnants. Et dans les coffres, ben si tu as de l'or, ben c'est saisi, tu peux pas faire de transaction. Ça t'appartient. Dans le fond, ils t'offrent un service de sécurité au niveau des biens que tu détiens, mais s'ils saisissent les coffres, t'es pas plus avancé. OK? Donc ici, on est dans un scénario, je sais, qui est catastrophe. Faut pas nécessairement paniquer, mais il faut quand même envisager que si ça arrivait, est-ce que tu as juste tes avoirs en argent liquide à la banque ou dans des placements comme les bons du Trésor du Canada? Ça vaudra plus rien. Non, c'est sûr, il faut se préparer, ça je disais aussi. Il faut avoir une base, là. Puis la base, là, c'est un 15 à 20 là, peut-être à avoir en argent, l'argent qui est le métal argent et en or et en bitcoin.
Ben exactement. De 15 à 20 Puis aussi, en plus d'avoir de la monnaie comme ça, de rechange, il faut avoir aussi une survivance. S'il arrive une chose qui s'écroule, au moins de l'eau, on pourrait dire de la liqueur. Ouais, on pourrait crash dire comme ça, là, c'est... Du canage, mettons, des Exactement. choses comme du saumon, des choses qui nourrissent. Là, Exact. Donc, pas juste de la soupe, là, pour au moins... Les spécialistes, il existe des sites là qui parlent d'1 an. Donc, 1 an au moins, c'est ça. 1 an. S'il arrive des bouleversements, il faut avoir ça au moins chez nous pour être capable de survivre. Exactement. Parce que, tu sais, puis là, on d'abord... peut nous dire, regarde les paranos. Ben, sais-tu quoi, les paranos, là, quand ça va arriver, puis vous allez brailler, ben, eux, ils vont penser à qui en premier? À leur propre survie et à celle de leur famille. Ben, exactement. Et tu sais, dans ces scénarios-là, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que présentement, on est dans une société pacifique parce que tout le monde a le ventre plein. Ben oui, ça Quand va vous allez bien. avoir le ventre vide, là, vous allez peut-être être plus agressif, puis peut-être on va peut-être avoir des guns de cacher chez chacun chez soi, dire, regarde, tu sais, moi, je suis un pacifique, là, mais si tu continues d'insister, on va peut-être te montrer le bout du canon en voulant dire, écoute, là, c'est l'heure de sacrer ton camp. On va protéger notre territoire. On va redevenir un petit peu bestial, OK? Exactement. Encore une fois, je sais que c'est un scénario catastrophe, mais quelqu'un qui connaît le moindrement l'économie sait que ça peut plus perdurer. Là. Non, c'est ça, c'est une question Donc, de temps. il faut, mais c'est simplement, il faut comprendre une chose. L'économie va simplement se restructurer et il va y avoir des alternatives, mais la crise va probablement minimalement durer un 2, 3, 4 ans de très sévères crises, si ça arrive. Quand est-ce que ça va arriver, je ne sais pas. Mais pendant ce 3-4 ans-là, ça peut être pas mal infernal. Donc, oui, il va toujours y avoir des alternatives. Et on sait très bien là qu'on peut nous traiter de complotistes. Mais en 1988, il y a une revue qui est The Economist qui prévoyait le coup, l'effondrement du dollar américain et son remplacement par une devise qui est la devise du New World Order. Ben oui, c'est ça. Et voilà, dire on l'a la solution, nous autres, une seule devise, puis il n'y en aura plus de crash. Ben c'est ça le plan, évidemment. On veut faire une devise, un gouvernement. On s'en va vers une dictature fasciste. D'ailleurs, tous ces scénarios-là sont faits pour que ça arrive. Moi, je suis peut-être plus complotiste que toi. Tu es présentement en dictature fasciste, c'est que tu as l'illusion que tu l'es pas. On l'est déjà. On l'est déjà. Il faut comprendre une chose, c'est que... Mais il nous reste un certain... Tu as la liberté. Toi, là, tu es un capital. Mais il nous reste quand même une certaine liberté pour quand même empêcher que ça arrive. Oui, mais quand même, on peut faire des choses avant que ça aille trop tard. Oui, c'est ça. Mais les choses qu'on fait, c'est jamais au niveau politique. C'est qu'au niveau politique, là, les médias ne te couvrent pas si tu parles des vraies affaires. Ceux qui sont élus, c'est toujours les marionnettes du système. Puis les nouveaux venus, c'est toujours des nouveaux venus avec des bonnes vieilles idées, comme Gabriel Nadeau-Dubois qui fait le tour du Québec pour nous arriver avec un livre avec Jean-Michel Hossan pour nous dire « Il ne faut se priver de rien ». Socialisme à crédit. Est-ce que tu penses que ça plaît aux banques, ça, socialisme à crédit? Ben absolument. Continue de t'endetter le cave, puis nous autres, dans le fond, oublie pas une chose. C'est que, tu sais, quand ça va pas bien, là, il y a des plans de restructuration, il y a des privatisations de sociétés d'État, puis au niveau personnel, quand tu payes pas tes dettes, puis il y a une hypothèque sur ta maison, il y a une garantie là-dessus, on peut t'enlever ta maison. Bon, continue à faire le cave, là, comme consommateur personnel, puis comme contribuable. Puis tu vas avoir une belle surprise tantôt parce que ça peut plus perdurer. Là. Non, exactement.